Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est lundi, on vous espère en forme, les vraies voix de retour avec Philippe David. Ça va mon cher Philippe David? Ce week-end fut bon? Il fut bon et chaque fois que je suis en votre compagnie, en celle des vraies voix, ça ne peut aller que bien. Et vous? Oui, moi c'est l'inverse. Les vraies voix vont apprécier. Bienvenue en tout cas, merci d'être avec nous encore aujourd'hui 17h-19h. Les vraies voix, on vous parle bien entendu de l'actualité avec ce numéro de téléphone qui est le vôtre, 0826 300 300. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, les agriculteurs promettent de continuer leur action aussi longtemps que nécessaire. C'est le Premier ministre Gabriel Attal qui doit recevoir les représentants de la profession ce soir. Depuis la semaine dernière, il bloque plusieurs axes routiers. La 64, désormais la 20, la 62, la 9, la RN 114 dans le Gers ou la RN 13 dans le Lot-et-Garonne. À Tarbes, ils ont même dressé une ZAD comme zone agricole difficile. Alors parlons vrai, est-ce que les agriculteurs sont les victimes expiatoires des géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution? Ou est-ce que c'est plutôt la politique de libre-échange de l'Union européenne qui a remplacé la préférence communautaire? Est-ce que ce n'est pas la France qui remet norme sur norme sur norme alors qu'il y a déjà des normes européennes très strictes? Quel est le principal responsable de la détresse des agriculteurs? Et à cette question, vous dites à 85% l'Europe, à 7% les normes françaises, à 5% l'industrie agroalimentaire et à 3% les distributeurs. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre expert du jour, Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, 18h30. On revient sur le sexisme qui se renforcerait dans la société française. Selon le nouveau rapport du Haut Conseil à l'égalité publié aujourd'hui, chez les jeunes de 25 à 34 ans, les stéréotypes sexistes progressent sur un an. Selon cette étude, par exemple, il serait plus de 1 sur 5 à trouver normal de gagner plus qu'une femme à poste égal. Mon cher Philippe, je vous laisse poser vos questions. Alors, tiens, 40% des Français ont entendu une blague sexiste l'année dernière. Est-ce qu'il faudrait bannir ce type d'humour? Est-ce que vous avez été victime ou témoin de sexisme? Est-ce que ça s'arrange ou pas avec le temps? Selon vous, la société française est-elle sexiste? Eh bien, vous dites non à 83%. Et notre invitée pour en parler, Violaine de Philippi Sabat, porte-parole d'Oser le féminisme et avocate et auteure de Classé sans suite chez Payot. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile, bonsoir mon cher Philippe. Vous avez mes amis. Vous vous êtes bien sustenté ce week-end? Oui, mais samedi j'ai fait de l'intellectualité. J'ai pas regardé de match sauf le soir. J'ai lu un excellent livre dont j'ai parlé la dernière fois, Béni Achevé Sartre, un dialogue passionnant, vraiment. Et puis j'ai glandouillé, j'ai écouté de la musique parce qu'on m'a offert un système de haut-parleurs là. Vous n'avez vu qu'un match dans la journée, mais c'est pratiquement mais du la jeu. Coupe de France, Cette privation doit être terrible. En multifoot. En tout cas, moi je vous dis, je suis très contente pour Sochaux. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Moi j'ai pleuré pour Reims. Bah oui, je comprends. Et moi pour le TFC. Tom moi j'ai pas pleuré. C'est de rire. Tom Conan est avec nous et auteur de ce livre Pollution publié chez Albert Michel. Ça va Tom? Ça va très bien. Notre petit marin du jour. Bah oui, vous avez un petit côté Arnaud Montebourg. J'ai mis effectivement une marinière, pas en hommage à Montebourg, mais parce que j'avais une soirée qui s'appelait Under the Sea, sous l'eau, donc du coup je devais me plier à un certain code vestimentaire assez strict. D'accord, ça. Et donc vous avez navigué dans cette soirée comme un poisson dans l'eau? Oui, et comme il m'a quand même avoué qu'il avait dû acheter un t-shirt de femme. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y avait plus de modèle homme, donc là vous me voyez habillé en femme et ça me va assez bien. Très bien, il est fluide. Elisabeth Lévy avec nous, directrice des rédactions de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Non, je n'ai pas entamé ma transition. Non, mais écoutez, vous êtes parfaite, que ne changez rien, Elisabeth Lévy. Allez, 0826 300 300 dans un instant. Paul sera avec nous. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène Paul? Alors mon coup de gueule, c'est pour un vendu, un offert. Laissez-nous le suspense. Laissez-nous le suspense. On en parle dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur. À tout de suite. Bonjour Sud Radio, Manuel de Crépy-en-Valois. Je voulais faire un petit clin d'œil à nos agriculteurs. Moi, je suis du département de l'Oise. L'Oise, c'est un département qui a 2/3 de son territoire consacré à l'agriculture.
Eh bien, pendant l'épisode neigeux, nombre de ces agriculteurs dans l'Oise ont pris leur matériel pour dégager les rues de nos communes, entre autres et autrement dit. Se sont investis, comme d'habitude, d'un rôle de service public et dont nos agriculteurs, pensons à eux, car ils nous sont utiles pour nos assiettes, mais aussi pour notre environnement. Ils l'ont toujours fait, donc pensons vraiment, vraiment à eux. Allez, salut! Ben voilà, il a raison. Hein. Il a raison, absolument. Pas de désaccord, on en parlera justement de ces agriculteurs dans quelques minutes. En attendant, avec nous, Paul de Bayonne. Alors, sur ce teasing de incroyable, c'est quoi, en fait? On vous parliez de quoi? Un vendu, le deuxième offert, c'était pas des barils de lessive. Un vendu, le deuxième offert. En fait, on essaye de nous vendre Gabriel Attal et bien sûr, le Jordan Bardella qui est jeune, beau et qui a de la tchatch à plus en finir. Moi, je suis désolé, quand est-ce que les Français vont se réveiller et arrêter de voter pour des mini-Macron en puissance? D'ailleurs, Gabriel Attal est nommé mini-Macron en Allemagne. C'est sorti sur les journaux. Donc, un jour ou l'autre, va falloir arrêter parce que nous avons un petit Gabriel Attal, qui n'a jamais travaillé de sa vie. On peut pas dire qu'il a de l'expérience. Le Jordan Bardella, c'est exactement pareil. Et ce qui me dérange le plus, c'est que Monsieur Gabriel Attal, lui, va au Bilderberg. On peut pas dire que c'est complotiste d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Et nous avons notre président qui va à Davos. Voilà, 2 instances supranationales où se décide un peu l'avenir des mondialistes. Mais qu'est-ce qui vous gêne que Gabriel Attal ou que Jordan Bardella soit, entre guillemets, présidentiable? C'est qu'on nous les vende déjà comme le deuxième tour acquis, comme, Jospin Balladur en 95? C'est à peu près ça, oui. On essaye de nous les vendre. Voilà, si l'un passe pas, et peut-être que l'autre. De toute façon, les deux cochent les cases du mondialisme. Alors, on va faire réagir les vraies voix. Elisabeth Lévy voulait réagir. Oui, d'abord, je voudrais quand même corriger une injustice. Vous pouvez ne pas aimer ces politiques, mais dire qu'ils travaillent pas, je trouve ça assez injuste parce que ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise. Ah oui, c'est ça. Ils n'ont jamais travaillé, mais quand on est dans un ministère, on travaille. C'est des gens qui travaillent du matin au soir. Excusez-moi, quand on dit ils n'ont jamais travaillé, ça veut dire qu'ils n'ont jamais travaillé. Or, je veux dire, on peut reprocher la façon dont ils travaillent, on peut ne pas, mais ils travaillent. Je veux dire, et donc je trouve. Et la deuxième chose sur laquelle vous me faites un petit ticket, c'est on nous vend. On nous vend, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un, une machine derrière qui décide. C'est qu'en réalité, je vais vous décevoir, mais les médias vous vendent les sujets qui vont vous intéresser. Donc si les médias vendent cela, c'est parce que ces personnages intéressent les gens. Oui, et puis ensuite, il y a un renouvellement générationnel assez évident, en fait. Hein. C'est assez normal aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui n'aient pas tous plus de, 70 ans, ou 80 ans, ou 60 ans. Non, mais tu vas pas nous vexer si tu dis 50 ans. En fait, l'argument, par exemple, même aux États-Unis, j'en parlerai tout à l'heure, l'argument consistant à dire que Biden est trop vieux me semble absurde, mais en même temps, dire que Gabriel Attal serait trop jeune, c'est tout aussi absurde, en fait. Ça peut du moment où les compétences peuvent être là, je vois pas en quoi ça c'est un problème en soi, nonobstant les critiques que je peux avoir contre lui. Donc, le critère de la jeunesse n'est évidemment pas en tant que tel un problème. Et ensuite, le fait par exemple d'aller à Davos, ce genre de choses, il faut pas entretenir une sorte de confusion un peu dommageable non plus dans l'esprit des auditeurs. Le fait d'être à Davos, qui effectivement est un endroit où se rassemblent des PDG d'entreprises, des présidents d'organisations internationales, voilà. Mais en soi, à Davos, vous pouvez avoir des gens également d'ONG qui vont critiquer le système entre guillemets de l'intérieur, à supposer que ça puisse être utile. Mais voilà, il faut pas non plus mettre et puis surtout, Emmanuel Macron n'a jamais caché qu'il était plutôt favorable à ce système libéral et capitaliste et mondialiste. Et puis c'est surtout un procès de négociation multilatérale. C'est pas forcément la promotion du mondialisme. Ça peut même être exactement l'inverse. Allez, je vais nous faire retomber très rapidement. Moi, l'auditeur dont j'ai oublié le prénom, Paul. Exprime un point de vue qui, je crois, est dominant. Et là, avec âpreté, moi, j'aime bien les deux personnalités en question, même si je n'ai pas de rapport politique avec elles. Je les aime bien. Alors, évidemment, c'est un peu court comme raisonnement politique de ma part. Je risque d'en abuser durant les 2 heures. Allez, Paul, merci pour ce sujet. Vous restez avec nous, bien entendu. Vous pouvez commenter cette émission jusqu'à 19h. Vous jouerez contre les vraies voix. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Cher Monsieur Bilger, de quoi parlons-nous ?
On va parler d'un jeune enfant qui donne l'exemple. Ah bah écoutez, ça, c'est un bon teasing aussi. Si vous avez lu la presse, vous voyez forcément de qui il veut parler. Révolution culturelle. Allez, à tout de suite. Voilà. On fait une petite pause et vous nous appelez au 0826 300 300. Bienvenue, c'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un retour sur les chapeaux de roue ce lundi avec Philippe Bilger, bien sûr Elisabeth Lévy, ça va décoiffer je pense, avec Tom Conan aussi, tous les deux l'un à côté de l'autre. Décoiffez-moi, ça va être compliqué. Bah achetez-vous une éponge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On vous a demandé quelque chose. J'ai pris cette liberté. C'est toujours qu'il la ramène à lui, c'est dingue, hein. Et moi, je le vois bien à l'école. Voilà. Moi, madame, je sais. Et ce couple va voler. Ah oui. C'est Tony Truant. En tout cas, ils sont avec nous. Et vous aussi au 0826 300 300. Félix Mathieu vient d'arriver dans ce studio. Magnifique coiffure, Félix Mathieu. Ah oui, si, merci. Et les trois mots dans l'actu, Félix. Eh bien, les trois mots, c'est procès agriculteurs et tension. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert ce matin. 7 proches du terroriste jugés. La colère des agriculteurs qui monte d'un cran. Beaucoup de routes bloquées dans le pays. Et puis, Fabien Roussel pris à partie dans une manif. Louis Boyard dans un TGV ambiance. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est contre les mères indignes et pour les enfants qui donnent l'exemple que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, il y a des petits miracles et j'admets bien volontiers que pour une fois je ne vole pas haut et que je ne vais pas conduire les chroniqueurs à avoir une effervescence intellectuelle qui n'est pas dans leurs habitudes et je me mets dedans. Mais j'ai entendu parler d'un jeune enfant à Nersac, près d'Angoulême, qui durant 2 ans, de 9 à 11 ans, alors que sa mère avait été condamnée, elle l'avait délaissée, elle a été condamnée à une partie ferme d'emprisonnement avec bracelet électronique. Elle vivait non loin de Nersac en compagnie d'une compagne, d'une amie. Et donc ce petit enfant de 9 à 11 ans s'est retrouvé seul dans un appartement, sans électricité ni chauffage. On lui donnait vaguement une boîte de conserve. Parfois, sa mère venait lui apporter un petit peu de la nourriture. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, il était dans le froid complet, il s'emmitouflait la nuit. Et ce qu'il y a de fabuleux pour moi, quand on voit le nombre de familles qui ne respectent pas nos règles, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, lui, il était extraordinaire. Durant 2 ans, il est allé à l'école tous les matins, il était un très bon élève, parfaitement propre, parfaitement élevé, au point qu'on n'a pas pu remarquer le mode de vie qu'il a eu durant 2 ans. Donc j'ai trouvé cette histoire tout à fait significative et je comprends qu'après il n'ait pas voulu revoir sa mère tout de même. Elisabeth Lévy. Oui, tout de même. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a souvent parlé ici de la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants, du fait que certains démissionnaient. Mais moi, cela dit, je trouve cette histoire tout à fait... et on a envie de savoir ce qui va le devenir, parce qu'après tout, on a envie de savoir la suite. Mais Président de la ça République. me fait penser, ce qui est une autre affaire. Je dois vous avouer qu'en écoutant la malheureuse affaire de la fille Corbière, je me suis dit... on devrait peut-être être moins sévère parfois avec les parents, parce que, en tous les cas... empêcher déjà ces enfants de dealer, ça a l'air très compliqué, mais empêcher ces enfants d'attraper les mauvaises idées qui traînent au collège du coin, ça, c'est pratiquement impossible. Sur ce plan-là, on a eu un débat passionnant, si j'ose dire, entre René Chiche et moi-même, et c'était très passionnant sur les époux Corbière. Mais c'est vrai que oui, l'histoire est très belle, enfin elle est terrible, mais elle est très belle aussi. Ça montre quand même le niveau de résilience que peuvent avoir certaines personnes. C'est quand même un modèle pour beaucoup de personnes. Surtout les enfants. Surtout les enfants, effectivement, et je pense que pas mal d'adultes pourraient s'en inspirer. Je déteste le mot résilience. Tout le monde l'utilise. Moi aussi, je le déteste. Moi, je pense que c'est plus de la maturité. Non, mais c'est surtout, c'est plutôt de l'instinct de survie. L'instinct de survie, oui. Et c'est contre-intuitif parce qu'on pense que les enfants sont fragiles. Mais... pardon. Ils peuvent être solides. Philippe me fait signe que je dois me taire, et vous savez, je suis d'une discipline
Oui. inégalable. Mais donc, il fait le gendarme, Philippe David, maintenant. Allez, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Procès, agriculteurs et tension. Il a une chemise bleu gendarme, donc c'est pour ça. Mais c'est vous la gendarmette et policière en plus. Allez, Félix, pardon. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert ce matin à Paris. 7 proches du terroriste sur le banc des accusés. Les attaques avaient fait 4 morts en 2018, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Le mouvement de colère monte d'un cran. Plusieurs routes bloquées dans le pays. Gabriel Attal doit recevoir des représentants des agriculteurs ce soir. Et puis, quand les tensions politiques débordent dans l'espace public, le communiste Fabien Roussel pris à partie dans la manifestation contre la loi immigration hier. L'insoumis Louis Boyard insulté dans le wagon-bar d'un TGV. Les vraies voix Sud Radio. Le terroriste avait été abattu par les forces de l'ordre, mais 7 personnes de son entourage sont jugées aujourd'hui, 6 ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne. 6 hommes et une femme âgés de 24 à 35 ans. L'un d'eux, absent ce matin, a dû être amené de force à la demande du président de la cour d'assises spéciale de Paris. Des proches jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, avec sur la salle d'audience l'ombre héroïque d'Arnaud Beltrame. Maître Thibaut de Montbrial représente la mère du gendarme mort ce jour-là en 2018. Le procès qui s'ouvre ce matin est l'occasion pour la famille d'Arnaud Beltrame de rappeler 2 choses. Le colonel Beltrame ne s'est pas sacrifié dans cette affaire. Il a pris la place d'une otage parce qu'il pensait qu'il pouvait maîtriser le terroriste islamiste. Il est allé au combat. Arnaud Beltrame est un officier de la gendarmerie française qui est mort au combat et qui est mort pour la France. Ce n'est pas une victime. La lutte contre l'islamisme est non seulement une lutte contre les terroristes, mais également contre ce que nous appelons le 2e cercle. Tous ceux qui, par leur complaisance, leur complicité ou leur duplicité, favorisent le passage à l'acte de tels assassins. Justement, du côté des accusés, Emmanuelle Franck est l'avocate d'un de ses proches du terroriste. C'est un peu la difficulté de ce genre de procès, c'est que celui qui a fait, celui qui a commis l'irréparable et le terrible n'est jamais dans le box des accusés. Donc on remplit le box des accusés avec un certain nombre de personnes et concernant notre client, eh bien avec des mauvaises personnes. Des attentats de Trèbes et de Carcassonne qui avaient fait 4 morts, des propos recueillis par l'agence France Presse. Le procès doit se tenir jusqu'à demain dans cette cour d'assises spéciale de Paris. Vous voulez réagir peut-être non. C'est un hommage en tout cas. Très difficile dans les débats lorsqu'on n'a pas en effet le principal Allez, le assassin. Deuxième mot, agriculture. Leur mouvement de colère est encore monté d'un cran aujourd'hui. Plusieurs dizaines de manifestants occupent désormais l'autoroute A9 dans le sens Montpellier-Barcelone. Les accès à la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne sont également bloqués. Déjà depuis jeudi, des exploitants bloquent l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne. Autre perturbation, l'A20 coupé dans les 2 sens à Montauban, l'A62 à Castelsarrasin où on l'entendait à Agen, l'A9 à Perpignan, mais aussi la RN114 dans le Gers, la RN113 en Lot-et-Garonne. Du côté d'Agen, en plus de la FNSEA, la coordination rurale s'est jointe au mouvement aujourd'hui, comme l'explique Karine Duc, coprésidente de ce syndicat pour ce qui est du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Ce qu'on demande, c'est du revenu, de la trésorerie, forcément, qu'on puisse vivre de notre travail. On attend simplement que Macron fasse en sorte d'écouter le terrain. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de fric. Donc maintenant, ça suffit. On est là jusqu'à ce que Macron il prenne des mesures d'urgence et des mesures à plus long terme, qui fasse son constat d'échec de la PAC, de la politique européenne. Le mal-être, il est partout en Europe, il n'est pas qu'ici. L'épicentre de la manifestation est ici dans le sud-ouest et le restera. Il le restera jusqu'à ce qu'il y ait des actions. Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale 47 au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Reportage complet à retrouver dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. Et puis on en reparle évidemment des agriculteurs dans un instant avec le grand débat du jour dans Les Vraies Voix. 3e mot, tension, avec 2 histoires bien différentes mais qui nous parlent du climat politique actuel. Avec d'abord Fabien Roussel, pris à partie hier dans la manifestation contre la promulgation de la loi immigration. Non, Roussel n'est pas un camarade, non, Roussel n'est pas un... Le secrétaire national du PCF a même dû être exfiltré selon des journalistes de CNews qui ont assisté à la scène. Autre vidéo sur les réseaux sociaux, celle du député LFI Louis Boyard, prise à partie par un homme qui le filme dans un wagon-bar de TGV. Toi, tu parles pas? Hein? Tu parles pas? Espèce de grande... Bizarre de faire ça dans un wagon, monsieur. Bah ouais, bah tu peux mettre t'inquiète pas, on va mettre ça en place sur les réseaux, espèce de... Restez digne, monsieur. Il y a un problème? Il y a un problème? Vous êtes qu'un petit antisémite, toi et toi. Que les antisémites, c'est tout ce que des gens essayer de rester dignes. Il n'y a pas besoin de rester digne.
Vidéo publiée sur les réseaux sociaux avec beaucoup de commentaires comme celui de la députée LFI Clémence Guettet qui écrit « Soutien, mon camarade député Louis Boyard a agressé dans un train par un militant d'extrême droite. Nous attendons, dit-elle, depuis 48 heures un mot de la présidente de l'Assemblée nationale. Un deux poids, deux mesures insupportable. Personne n'est dupe, ajoute-t-elle. » Voilà beaucoup de réactions sur ce ton-là ces dernières heures après cette vidéo pour ce qui est des rangs de la France insoumise. C'est vrai que c'est quand même scandaleux ce truc, parce que j'ai vu passer effectivement la news, enfin si j'ose dire, et c'était mis en relation avec, vous savez, l'affaire Éric Zemmour où justement il avait été attaqué à plusieurs reprises et ça avait été effectivement critiqué comme étant quelque chose qui ne se faisait pas évidemment. Et là apparemment c'est pas le cas. Donc voilà. Attendez, excusez-moi, Éric Zemmour, quelqu'un lui avait demandé si son train allait à Auschwitz. C'est pas tout à fait pareil. Certes, là, il s'est quand même agressé. Il aurait pu lui dire plus calmement et lui dire pourquoi vous êtes antisémite. Je suis pas sûr que c'était quelqu'un d'extrême droite. Il y a quand même un problème sur l'antisémitisme à LFI. Ah oui, bien sûr, mais de là après aller l'invectiver comme ça dans un train. J'irai pas l'invectiver dans un train, vous avez raison. Lui donner trop d'importance. Mais j'irai pas l'invectiver dans un train. Mais c'est quand même pas la même histoire que Zemmour. Absolument. Allez, les amis, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur les agriculteurs qui multiplient les actions un petit peu partout dans le pays depuis une semaine pour faire entendre leur mécontentement, Philippe. Oui, alors quel est le principal responsable de la détresse des agriculteurs? L'industrie agroalimentaire, les distributeurs, l'Europe, les normes françaises? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et Jean-Baptiste Gibert, président des Jeunes Agricultures du Tarn-et-Garonne, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Petite question, est-ce que vous savez que le nombre de fermes a diminué de plus de 70% depuis les années 70? Est-ce que c'est une profession en voie de disparition aujourd'hui? Bonjour à tous, j'ai envie de dire que c'est une profession en lutte pour ne pas disparaître justement. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez commenter cette information? On vous attend au standard. À tout de suite. Bienvenue, c'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Alors oui, vous entendez des voix parfois quand on reprend le micro. Désolé. Non, mais parce qu'il y a du débat hors antenne aussi. Oui, c'est vrai. Les sujets nous intéressent, donc on a envie d'aller jusqu'au bout, mais vous savez, le temps il y a très peu de temps, donc forcément c'est un petit peu difficile. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, bien entendu, et Tom Conan, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. En tout cas, les agriculteurs promettent encore de continuer leurs actions aussi longtemps que nécessaire. Le Premier ministre Gabriel Attal doit recevoir des représentants de la profession ce soir. Alors oui, parlons vrai. Est-ce que les agriculteurs sont les victimes avant tout de l'industrie agroalimentaire, des grands distributeurs, de l'Europe ou des normes françaises? Pour le moment, vous dites l'Europe à 81%, les normes françaises à 8%, l'industrie agroalimentaire à 7% et la grande distribution seulement à 4%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean-Baptiste Gibert est avec nous, président des Jeunes Agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Bienvenue sur Sud Radio. D'abord, un tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Je ne sais pas de quoi et de qui, si j'ose dire, les agriculteurs sont victimes. Vous avez cité plusieurs agresseurs virtuels possibles, mais ce que je constate, c'est que eux se perçoivent véritablement comme victimes, et quand on lit un peu ce qui est dit sur la crise de l'agriculture, on voit bien qu'apparemment il y a plusieurs dysfonctionnements qui sont perpétrés à leur détriment. Je suis frappé de voir à quel point cette fois-ci on a un mouvement qui s'étend, qui se globalise et qui peut être très dangereux pour le pouvoir. Et il est évident que malgré, je l'espère, la bonne volonté du Premier ministre, il ne faudrait pas qu'il sous-estime ce qui est en train de monter dans le pays, qui dépasserait paradoxalement peut-être la crise de l'agriculture elle-même pour exprimer un mécontentement plus global, comme souvent avec Emmanuel Macron. Elisabeth Lévy. Non, il y a quand même une crise aussi, vous avez raison, mais il y a quand même une crise spécifique de l'agriculture. Je cite trois
trois phénomènes. D'abord, le libre-échange. Le libre-échange qui est une sottise. Le libre-échange intégral, hein, je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, mais le libre-échange intégral est une sottise, y compris pour notre industrie, mais pour nos agriculteurs qui sont confrontés à une concurrence déloyale de gens, c'est pas la faute des gens, de gens, si vous voulez, qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes qu'eux, c'est, si vous voulez, on se suicide pour eux. On est vraiment en train de marcher sur la tête, ça. Ils ont raison. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de haine anthropologique d'un certain nombre d'écolos et de bobos, etc., pour le monde agricole, parce que vous comprenez, les activités humaines, à part regarder des ours, si vous voulez, comme des choses merveilleuses à regarder, ce que eux adoreraient, hein, qu'on fasse du tourisme comme ça, mais les activités humaines, bah oui, forcément, quand vous touchez à la terre, vous entraînez des effets. Donc pour eux, ils trouvent ça tout à fait dégoûtant, d'accord ? Ça, c'est vraiment... Et la troisième chose, c'est qu'ils sont aussi victimes de nous tous, parce qu'on dit qu'on adore les agriculteurs, qu'on veut les défendre, mais on veut surtout pas payer, si vous voulez, quoi que ce soit de plus cher. On veut payer le prix de la grande distribution, mais avoir la qualité de petits éleveurs qui chouchoutent leurs vaches. Ah bah, mais bon. La situation des agriculteurs, elle est décrite dans beaucoup de livres, mais notamment dans Sérotonine, qui est un livre de Houellebecq assez fameux là-dessus, et qui décrit un peu ce qui se passe actuellement sous nos yeux, avec à un moment donné une scène, évidemment, dont j'espère pas la réalisation, où il y a justement après des agriculteurs qui se mettent sur une autoroute et les CRS interviennent, et il y a carrément des échanges de feu, et il y a des morts, etc. Donc évidemment, je n'espère pas cela, mais c'est vrai que ça peut aller effectivement extrêmement loin. Dans le livre, c'est vraiment brossé, hein, ce tableau effectivement de la déliquescence de la situation des agriculteurs. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, quand même, c'est Arnaud Rousseau sur une autre radio, sur France Inter, qui disait effectivement que on avait importé 2 fois plus de céréales que l'année précédente, au moment effectivement 4% de terre en plus était mise en jachère. Oui. Donc c'est quand même cette contradiction assez folle qui, moi, me saisit aujourd'hui. On est avec Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Alors, vous avez entendu les 4 propositions qu'on donne sur Twitter X. L'Europe, les normes françaises, l'industrie agroalimentaire et les grands distributeurs, et c'est l'Europe qui est devant à 81%. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Gibert ? Alors j'ai envie de vous dire que là on assiste maintenant à un subtil mélange des 4. Oui. Voilà. Oui. Clairement, c'est pour nous mettre à genoux à ce point-là, un seul paramètre ne suffirait pas en fait à nous mettre à genoux. C'est vraiment une accumulation de contraintes normatives, de méventes dues à de l'importation massive des GMS pour des produits. Je rappelle qu'en fruits et légumes, on est à près de 50% d'importation, alors qu'on est quand même un bassin de production assez propice à ça. Et voilà, tout ça pour une question tarifaire. Les normes européennes, les normes françaises, il y a tout. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut encore d'une agriculture française de qualité, ou alors est-ce qu'on lâche les vannes et puis on va produire de la merde pas chère pour tout le monde. Oui, Philippe Bilger. Jean-Baptiste Gibert, même si vous obtenez le dialogue que vous souhaitez, il est évident que vous n'aurez pas satisfaction, surtout. Si vous aviez à décider quelle est la mesure fondamentale, capitale, dont la satisfaction vous serait nécessaire, vous diriez que c'est laquelle ? Je pense que le plus important, c'est de libérer les énergies dans le monde agricole et que l'État nous écoute quand on fait des propositions qui viennent d'ailleurs qu'à 200 km autour de Paris. Voilà, ça serait intéressant quand même que l'État s'intéresse au reste de la France métropolitaine et même outre-mer, parce qu'ils ont des propositions intéressantes. Mais vraiment, de libérer les énergies, je pense à l'accès à l'eau notamment, qui en Occitanie est quand même très prégnant sur l'agriculture. On ne peut plus faire de retenue collinaire sans être embêté par des dossiers à rallonge, sans avoir 2 ou 3 ans de traitement de dossier quand c'est pas 10 ans si le volume d'eau est supérieur à une certaine norme, encore une fois. Voilà, c'est toujours très compliqué. Donc je vous dis, il faut libérer les énergies. Les jeunes sont pleins de bonne volonté, mais laissez-nous faire un petit peu. On n'est pas cons, on va pas détruire la planète, ni l'environnement, parce que je pense qu'on est les premiers garants de l'environnement. Allez, vous restez avec nous, Jean-Baptiste, 0826 300 300, avec Paul qui nous appelle de Bayonne. Oui, rebonjour. Écoutez, j'ai bien entendu tout ça. Il a l'air très sympathique, ce jeune agriculteur. Moi-même, je suis dans la campagne, donc je les comprends tout à fait. Alors, la faute à qui ? L'Union. Alors,
c'est pas l'Europe, mais l'Union européenne, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, L'Europe, ça c'est pas reste continent, hein. Voilà, qu'on précise bien ça. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'on n'a pas assez de place sur Twitter, c'est pour ça. Donc, on réduit. Et donc oui, c'est l'Union européenne. Il y a aussi l'agroalimentaire et puis les distributeurs qui se bataillent tous le bout de gras. Mais je rajouterais deux choses supplémentaires. Bon, l'Union européenne, donc c'est la PAC. Donc déjà quelque chose qu'il faudrait peut-être revoir de fond en comble. Et il y a aussi quand même la FNSEA qui n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Ça, on va en parler avec Jean-Baptiste Gibert. Vous restez avec nous, Paul. Oui. Restez avec nous parce que ça sonne beaucoup. 0826 300 300. Samy qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Samy. Bonsoir, Samy. Oui, bonsoir. Samy, vous vouliez réagir. Vous soutenez, vous, les agriculteurs? Ah oui, absolument. Je comprends parfaitement leur détresse et ils ont raison de... Je pense qu'ils ont même beaucoup patienté sur des années. Oui, franchement. Et ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de dignité et de retenue face à tout ça. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que maintenant, ça pète. Notamment les coûts de l'énergie. Parce qu'il faut dire, les agriculteurs, ils ont besoin de carburant pour leurs outils, de courant, etc. On a eu la nouvelle hier par rapport à l'augmentation de l'électricité, donc ce sont des choses étroitement liées. Et ça prête vraiment à beaucoup de questionnements sur ce qui se passe en fait au niveau du paquebot, je dirais au niveau du cockpit. Ça craque de partout, ça craque de partout. Oui. Alors, ce que je comprends pas, c'est que, si je peux me permettre rapidement, je vais dans le raisonnement, c'est que on vend l'électricité à 42 €, produite 40 € pour qu'elle nous revienne à 400 €, sur laquelle on collecte la TVA, augmentation du coût de l'énergie, certains chiffres, les pommes de terre, les œufs, le lait, augmentation au niveau de la grande distribution des distributeurs, des chiffres allant de 400 à 900% d'augmentation. Est-ce qu'on veut achever ce pays? Est-ce qu'on veut achever ce peuple? Ça s'appelle la clarté dans la confusion, Samy. C'est un peu le souci. Restez avec nous. Ce qui est quand même le plus paradoxal, ça a été vaguement évoqué aussi, c'est que quand même la politique agricole commune, c'est aujourd'hui le deuxième budget européen, et vous savez, pendant des décennies, ça a été le premier budget. Et il se trouve que la France est quand même l'un des premiers bénéficiaires. Il me semble même que c'était le premier bénéficiaire pendant des années aussi. Mais aussi un des premiers contributeurs. Oui, bien sûr. En général, deuxième contributeur derrière l'Allemagne. Mais tout de même, donc moi, ce que je comprends pas, effectivement, c'est comment est-ce qu'à la fois on peut soutenir à ce point-là quand même la filière agricole depuis autant d'années, depuis l'origine de l'Europe, donc depuis 60-70 ans, et tout en mettant les agriculteurs dans cette situation aujourd'hui. Avant que notre invité réponde, peut-être il y a cette idée que l'Europe a poussé tout le monde, a poussé les exploitations à faire dans l'intensif, les faire des 1000 vaches, les énormes exploitations, et que on a quand même beaucoup d'exploitations qui sont encore de taille beaucoup plus modeste, et c'est celle-là quand même qui profite le moins des subventions, c'est celle qui voilà, mais c'est un modèle productiviste qui est complètement absurde par rapport à nos autres demandes. Je sais pas ce qu'en pense notre invité. Jean-Baptiste Gibert. Oui, je suis toujours là, mais après voilà, il y a eu ce virage d'essayer de pousser à la surproduction de l'après-guerre jusqu'à, je pense, le milieu des années 2000. Et après, il y a eu un virage, mais à 180 degrés pour faire de l'éco-régime et compagnie. Du bio, mais moi je suis en bio depuis 20 ans, j'aurais pas fait une autre agriculture que du bio. Mais clairement, c'est aller trop loin, trop fort. Et si vous voulez, on peut pas changer le modèle agricole de toute une nation tous les 40 ans, quoi. Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut pointer du doigt, soyons clairs, en parlant vrai, la grande distribution? Oui, est-ce qu'ils sont en grande partie responsables de ce qui se passe? Parce que le Tarn-et-Garonne, c'est le premier département maraîcher de France. Vous devez voir quand vous allez dans les grandes distribs, s'ils prennent les fraises de chez vous ou les fraises d'Espagne ou du Maroc ou d'ailleurs. Oui, non, mais après, comme je disais en préambule, on ne peut pas accabler tel ou tel, en fait. C'est l'addition de tous ces petits emmerdements qu'on subit au quotidien. Alors, on a été très résilients parce qu'on nous a demandé de l'être. Pendant la crise Covid, on était là, on a su répondre présent. Le consommateur aussi nous a peut-être un peu abandonné avec la guerre en Ukraine et la crise des marchés. Mais il faut savoir que le consommateur, il achète ce qu'on lui propose, pas autre chose. Donc, que les GMS se mettent à travailler avec 2-3 producteurs locaux en direct pour se donner une bonne image,
Mais il n'empêche que 80 à 90% des productions qui sont vendues en GMS sont de la matière importée. Et est-ce que d'après vous, notre souveraineté alimentaire, notre autosuffisance est réellement menacée ? Elle commence à l'être. Comme disait le président de la FNSEA, il y a beaucoup de céréales qui sont importées. On nous demande de produire moins. Et forcément, à un moment donné, la souveraineté alimentaire va être impactée. Je voudrais revenir à ma première question. Vous avez répondu de manière pertinente, mais un peu politique. C'est-à-dire que j'attends, lorsque je vous demandais la première mesure qui vous paraissait la plus fondamentale, faut-il comprendre que c'est le problème de l'eau, ou bien y en a-t-il une autre ? Il y en a beaucoup d'autres, comme j'ai dit, il faut qu'on puisse se libérer, qu'on nous foute la paix, qu'on puisse travailler. Clairement, on demande pas autre chose, qu'on nous foute la paix, qu'on vive de notre métier, qu'on nous laisse nourrir le peuple français. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Jean-Baptiste, ce soir, il y a une réunion avec Gabriel Attal. Vous attendez quoi ? Parce que c'est quoi les premières mesures que vous attendez, en fait ? Parce que vous n'allez pas déployer tout en même temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Non, mais la mesure emblématique qui a un peu cristallisé l'ensemble de la colère du monde agricole, parce qu'elle concerne tout le monde, c'est le GNR. Le gazole non routier. Le coût du gazole non routier qui arrive à des tarifs, maintenant c'est exorbitant, on a doublé en 3 ans le prix du GNR. Et puis en même temps, on nous a raboté nos marges petit à petit avec des contraintes, des contrôles, des trucs. C'est clairement le GNR a cristallisé la colère paysanne. Ça, c'est une certitude. C'est rigolo parce que, c'est rigolo. Le mot est mal choisi en disant que le carburant, c'était aussi l'arrivée des gilets jaunes, en fait. Ça passe souvent par ça, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 éléments caractéristiques quand même dans cette industrie. C'est à la fois, ça suppose beaucoup de capitaux à investir. Donc, c'est quand même une industrie qui suppose dans l'achat des machines, etc. Je suppose des investissements extrêmement lourds. Donc, une façon de se projeter quand même dans l'avenir, parfois à plusieurs décennies. Donc, ça, c'est quand même une sacrée contrainte par rapport à un job, je sais pas, de consultant, d'auteur, de ce que vous voulez, de journaliste, pourquoi pas. Et le deuxième problème, et d'entretien du matériel, parce que ça coûte très cher. Tout à fait. Et ensuite, l'autre problème, je dirais effectivement, c'est la bureaucratisation. Parce que moi, il y a quelque chose vraiment que je trouve quand même assez insupportable dans cette société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la bureaucratisation. Et parfois, on considère qu'en réalité, c'est forcément quelque chose qui va dans le bon sens. Mais il peut y avoir une bureaucratisation qui est mauvaise. Plus personne ne considère que ça va dans le bon sens. Il peut y avoir une bonne bureaucratisation s'il s'agit vraiment d'interdire des comportements qui portent atteinte à l'environnement, qui vont détruire la faune et la flore, etc. Là, c'est une bonne bureaucratisation, mais effectivement, lorsqu'elle se retourne contre les pourvoyeurs de nourriture, là, c'est un vrai problème. Non, mais par exemple, excusez-moi, l'histoire des pêcheurs empêchés d'aller pêcher par le Conseil d'État à cause des dauphins, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, d'autant plus que beaucoup... Je vais peut-être même aller plus loin. En termes de bureaucratisation, des fois, pour la même norme qu'on doit appliquer, il y a plusieurs services de l'État qui sont concernés. Ils ne sont pas capables de parler entre eux. Nous avons 3, 4, des fois 5 papiers à faire pour chacun des services. À un moment donné, je ne sais pas, à l'heure du numérique, je me dis qu'un scan, ça peut se passer par mail d'un service à l'autre. Elisabeth, je voulais juste rappeler pour la fin, en paraphrasant mon ami, en copiant, en citant mon ami Eugénie Bastier, que j'ai entendu aujourd'hui, parce qu'on oublie toujours cette dimension. Si vous voulez, les agriculteurs, ils n'ont pas 35 heures, ils n'ont pas des vacances en veux-tu en voilà. 7 jours sur 7. C'est quand même un métier, il faut leur rendre hommage pour cela. C'est quand même un métier, si vous voulez, de la dureté physique pour les agriculteurs et les pêcheurs, et quand même, et il faut les saluer. On vous remercie. Levés plus tôt que nous, couchés plus tard que nous, et ils travaillent 7 jours sur 7. Et puis tout le temps, ils sont plutôt assez seuls. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont totalement seuls. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Gibert. Vous savez quoi, on croise les doigts, et puis bien entendu, notre micro vous est ouvert quand vous voulez. Et on aime nos agriculteurs sur Sud Radio. Absolument, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et nos vaches aussi. On aime nos vaches. Petites vaches, elles sont trop mignonnes. Allez, dans un instant, la vache pour le coup. Le quiz de l'actu, hein, Philippe Bilger. C'est une véritable corrida même. Attention, chers amis, ce moment fatidique où tout peut arriver, et tout peut, parce que c'est le chamboule tout, c'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné à ce jeu magique, le quiz de l'actu, remporter des points et finalement perdre, ou vice versa en tout cas. Et nous accueillons Paul qui est avec nous de Bayonne. Paul, vous êtes avec nous ? Oui, rebonjour. Rebonjour, vous allez jouer contre les vraies voix. Le principe du jeu, c'est vous répondez en premier, et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les autres. Vous êtes prêts ? Oui, c'est parti. Allez, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on commence par une question qui vaut 2 points, cher Paul. C'est vous qui répondez en premier. Une question, qui c'est qui l'a dit ? Je ne me sens pas moins ministre parce que le président est plus président. C'est un homme ? Non, c'est une femme. C'est une femme. J'aurais pu dire ni l'un ni l'autre. Non, je plaisante. Allez-y, Paul. Weda Castera, c'est ça ? Non, Rachida Dati. Non. Une autre ministre. Une autre ministre. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy qui marque 2 points. Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Qui c'est qui l'a dit ? Question à 1 point. La baisse de la natalité est rassurante. On n'a pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants. Et je le dis en tant qu'économiste. Paul. Bruno Le Maire, notre cher Bruno. Non. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy, Sandrine Rousseau, ce matin sur Sud Radio. Regarde là, l'air malicieux qu'elle a. Attends, la dernière fois, j'ai fait 0 point, alors je dois laver l'affront quand même. Question, qui c'est qui l'a dit ? L'argent ne tombe pas du ciel. Ah bah ça, oui. Paul. Oui, ni des arbres d'ailleurs. Je suis tenté de dire notre ministre de l'économie encore. Oui, monsieur Bruno Le Maire, exactement. Voilà, pas mal. Qui c'est qui l'a dit ? Question à 3 points. LFI Bouscule, c'est une marque de fabrique que je peux apprécier tout en étant en désaccord. Ça y est. Ouf, alors là, Paul. ça va être chaud. Parce que, allez, dites un nom, vite. Non, là, franchement, c'est pas Dati. Si, bonne réponse de Philippe Bilger, Rachida Dati. C'est bien elle est vraiment, mais elle est complètement rimable. Mais depuis qu'elle a été invitée il y a quelques mois. Ouais. Attention, c'est une question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit ? Moi, j'ai jamais vu Rachida Dati comme Albert Camus. Paul. Ouf, c'est une dame qui a dit ça ? Non, c'est un homme. C'est un monsieur. C'est un homme, pour une fois, c'est un homme. Un ancien candidat à la présidentielle. Pas Dupont-Aignan. Non. Zemmour. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy qui fait le break. 3 points. C'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit sur la hausse des prix de l'électricité ? C'est l'impôt Attal. Paul. Allez, c'est un président de région. Président de région, ah oui, alors là, ça va être difficile. Allez, Xavier Bertrand. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Ouh là là. Non mais ça y est. Non mais Philippe, ça y est. Ah oui, non, mais là... Attention, je l'ai découragé, il a arrêté. Attention. Qui c'est qui l'a dit ? Ça vaut 3 points. Sur la scolarisation des enfants d'Amélie Oudéa Castéra dans le privé, c'est la logique de l'entre-soi, des passe-droits, de la sédition bourgeoise et du séparatisme bourgeois. Oh, ça doit être un LFI qui a dû dire ça. Non, c'est une ancienne ministre, Une Paul. ancienne ministre. On va pas dire Rachida Dati, ce coup-là. Non, elle est encore. Marie-Georges Buffet. Non. De l'éducation. De l'éducation ? Oui. Elle a un mari qui s'appelle Boris. Bien sûr. Bonne réponse. En même temps, Nadjat et Valo. Vous me donnez les 3, je l'ai dit avant. Elle l'a dit en même temps 3 et 3. Et puis je veux être fair play, permettre à Elisabeth de gagner. Et donc qui a gagné ? C'est Elisabeth Lévy et comme Conan et Fanny. Bravo. Et merci. On dirait d'Artigol. Indiscutable. C'est la galette des rois, cette émission, ou en tout cas ce jeu. Merci beaucoup, Paul, d'avoir joué avec nous. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi ? La formidable double victoire de Cédric Sarrazin. Ah, très bien. Moi, je parlais de Trump qui aime les dictateurs. Allez, Elisabeth Lévy. Et moi, je vais parler de la tentative ou de l'idée d'interdire l'AfD en Allemagne. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. N'hésitez pas à venir parler et échanger avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette seconde heure des vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Elisabeth Lévy, Tom Conan et vous au 0826 300 300. Dans un instant, on partira un petit peu partout en France et surtout dans un endroit précis. On va où, Félix, avec vous ? Eh bien, ce soir, dans le golfe de Gascogne, où les pêcheurs doivent rester à quai pendant 1 mois, du Finistère au Pays Basque, mesure pour protéger les dauphins. Bienvenue à tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Et je voudrais pousser un coup de gueule contre la manif contre la loi immigration, une manif légale mais qui prête à sourire quand on voit qui y participait et surtout le bid qu'elle a fait avec 75 000 manifestants seulement dans toute la France.
Commençons par les participants, tous de gauche et d'extrême gauche, avec des slogans qui laissent rêveur, comme celui lu sur une banderole du nouveau parti anticapitaliste, liberté de circulation et d'installation. L'ultracapitaliste MEDEF en a rêvé, le nouveau parti anticapitaliste en rêve aussi, mais ça donne au moins une info, on sait désormais qui sont les idiots utiles du capitalisme. Parlons des participants. Pour le cinéma, il y avait entre autres Bruno Solo et Josiane Balasco, pour qui la préférence nationale est une grossièreté pour tout le monde, sauf pour eux, puisqu'ils bénéficient de l'exception culturelle et des aides au cinéma comme l'avance sur recette. La préférence nationale pour les prolos, c'est sale, pour les bobos, c'est beau. Toujours pour le showbiz, il y avait Julie Gaillet, bien connue pour habiter un quartier où la diversité est la règle, qui pourrait parfaitement tourner dans le prochain épisode de Rendez-vous en terre inconnue, qui sera réalisé au-delà du périphérique. Il n'y avait d'ailleurs pas que la gauche, puisque si Fabien Roussel y a été considéré comme persona non grata, il y avait pour représenter la droite Jacques Toubon, l'homme qui aura construit sa carrière politique en étant pendant 30 ans à Jacques Chirac ce que Bernardo est à Zorro. Bref, une manif où défilaient les élites contre le peuple, puisque 70% des Français soutiennent cette loi. On comprend mieux l'effondrement électoral de la gauche en voyant sa déconnexion des réalités de la France. C'est excellent, Philippe. J'aurais rien de mieux à dire. J'aime bien que vous parliez de Julie Gaillet. Il y en a marre de ces gens-là, franchement. Alors, moi, sur le plan culturel, entendons-nous, ou politique. Ah bon, et effectivement, je mentionnerai pas, je reviendrai pas sur la mauvaise foi, effectivement, de pas mal de personnes que Philippe a pu citer. Néanmoins, il y a quand même des choses très sérieuses. Non, je prends un exemple, il y en aurait d'autres, mais j'en prends un. La question de la régulation des travailleurs sans papier, vous savez, notamment le sort de ceux qui sont livreurs, vous savez, Uber Eats, Deliveroo, etc., qui sont sous statut auto-entrepreneur pour la quasi-totalité d'entre eux, qui en plus, pour ceux qui n'ont pas de papier, doivent utiliser des réseaux mafieux pour accéder à un compte, entre guillemets, être enregistrés et pouvoir donc continuer à travailler. Et ces personnes-là, elles sont victimes, entre guillemets, de cette nouvelle loi, puisque ça rendra leur régularisation encore plus difficile. Donc ces absurdités, quand même, elles doivent être notées, même si les personnes qui manifestaient effectivement hier n'étaient peut-être pas les mieux informées. Mais il y a un combat très juste à mener pour critiquer cette loi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la préférence nationale, et vous pourriez aller plus loin. Quiconque possède un passeport bénéficie de la préférence nationale. S'il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de nation. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de nation. Alors dire que tout le monde doit s'installer en France, c'est dire que la France est un droit de l'homme. Et pour ce qui est de vos travailleurs sans papier, je pense que il faut... Si on voit la chose à travers le prisme des individus, on s'en sort pas. Parce que les individus, si vous voulez, on a toujours envie de les aider, ils ont raison, ils veulent une vie meilleure. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas le droit d'être en France. On n'a pas le temps. Ah non, finissez. Pas du tout, on n'a pas beaucoup de temps, mais finissez. Est-ce que... Non, j'ai dit vous n'avez pas le droit d'être en France sans statut légal. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est triste. Peut-être, mais c'est comme ça. Allez, Félix Mathieu, vous avez la parole. Et on donne la parole à qui aujourd'hui, Félix Mathieu? Eh bien, aux pêcheurs du golfe de Gascogne. On va partir dans le golfe de Gascogne si vous n'avez pas le mal de mer. Quoique même si vous l'avez, en fait, vous pouvez rester puisque c'est du jamais vu depuis 45. 450 bateaux de pêche ont dû rester à quai ce matin et pour un mois, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres sont interdits du Finistère au Pays Basque depuis ce matin pour un mois. Mesure décrétée par le Conseil d'État pour protéger les dauphins. Le CIEM, l'organisme scientifique international de référence, estime que 9000 dauphins communs meurent chaque année suite à des captures accidentelles sur la façade atlantique. D'où cette mesure qui forcément ne plaît pas beaucoup aux pêcheurs. Bonsoir David Millet. Bonsoir. Directeur de la coopérative maritime Pêcheurs d'Aquitaine, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors le ministère de l'Environnement promet d'indemniser les pêcheurs à hauteur de 80-85% de leur chiffre d'affaires. Ça vous rassure pas ça ? On n'est pas très rassuré parce que d'une part, indemniser une filière, les pêcheurs en l'occurrence, c'est pas une solution pérenne pour permettre la pérennité de nos activités. Nous, on était motivés, les pêcheurs l'ont montré, dans l'équipement des navires, en dispositif acoustique notamment, pour permettre aux dauphins de mieux localiser les filets et d'éviter donc les captures accidentelles, pour les diminuer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les pêcheurs travaillent depuis plusieurs années. Et de manière inédite aussi, il était prévu d'équiper les 400 et quelques navires concernés. Et on était en passe d'y arriver, puisque au 15 janvier, nous allions avoir environ 360 navires équipés, ce qui est une échelle d'expérimentation absolument inédite. Donc la décision du Conseil d'État est venue d'abord casser cet élan d'expérimentation, est venue aussi fermer la pêche en plein milieu de la période à risque, qui était justement une période intéressante pour étudier ces interactions. Et je rappelle que les populations de dauphins sont reconnues par la communauté scientifique européenne comme stables
depuis environ 20 ans. Donc on a une population de dauphins stable qu'on veut protéger et on ferme d'urgence la pêche à une échelle, exactement comme vous l'avez dit, absolument inédite, puisque c'est tout l'ensemble du golfe de Gascogne qui est interdit, y compris les navires étrangers, bien entendu, pour les engins, certains filets, certains chaluts, et aussi le filet tournant, la bolinche, qui a été rajouté à la dernière minute par le Conseil d'État. Donc tout le monde passe à la casserole, et évidemment c'est l'incompréhension. Donc si je les indemnités... Pardon. Donc, les si je comprends... Allez-y. Non, pardon. Si je comprends bien, vous n'êtes pas... le dauphin a une très belle image dans l'imaginaire collectif, pas seulement pour les petits-enfants, mais donc ce qui m'intéresse dans votre réponse, c'est que vous-même, vous êtes très sensible à la condition des dauphins. Vous estimez que vous faites ce qu'il faut pour les sauvegarder. Alors... Bien entendu, c'est un crève-cœur à chaque fois qu'un pêcheur prend un dauphin. Alors, faut pas croire que les sorties sont assorties de captures accidentelles à chaque marée, à chaque sortie de pêche. Pour les pêcheurs à qui ça arrive à l'échelle de 1, 2, voire 3 sorties. C'est ce lot de captures accidentelles qui est estimé entre 5 000 et 10 000. Alors, l'échelle est très, très vaste. C'est une estimation basée à partir des échouages. Donc, les échouages sont eux-mêmes conditionnés par la météo. Donc, vous voyez tout l'intervalle de confiance qu'il y a autour de ces captures, mais les captures, on ne les nie pas, ça existe. C'est en augmentation depuis 2016, en raison, semble-t-il, du réchauffement climatique qui amène les dauphins à se rapprocher plus près des côtes, donc là où il y a le plus d'activité. Donc effectivement, les interactions sont plus importantes. Mais je le ressouligne, pour l'instant, n'est pas observé un déclin de la population. Donc on se donnait, avec l'État bien sûr, et les scientifiques, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros ont été mis sur la table pour des programmes scientifiques qui étaient en cours. Merci. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État, en fermant un mois, nous coupe l'herbe sous le pied, en dehors de la motivation des pêcheurs, évidemment, à qui on dit, écoutez les gars, vous êtes équipés, vous n'êtes pas équipés, vous fermez quand même. Les bateaux équipés sont fermés en même temps que les autres. Merci en tout cas votre témoignage. Merci David Milly d'avoir été avec nous, directeur de la coopérative maritime pêcheurs d'Aquitaine. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On fait un petit point, on fait une petite pause et dans un instant le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? La double victoire de Saradin. Et avec vous, Elisabeth Lévy? La tentative en Allemagne ou l'idée d'interdire l'AfD. Et avec vous, Tom? Et Trump et sa passion pour les dictateurs. Allez, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. Bienvenue dans Les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue aujourd'hui avec une belle brochette. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy. Faut pas que je dise ça. On va dire que je suis sexiste. Non, on dit une brochette. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Avec Tom Conan qui est avec nous et vous, 0826 300 300. Cette émission vous appartient, mais entendu, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez réagir quand vous voulez. En attendant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et c'est un hommage à Cyprien Sarrazin qui a réalisé le doublé dans la Streif à Kitzbühel, la descente la plus mythique du monde, Philippe Bilger. Une des rares dernières descentes, puisque comme l'a dit je ne sais plus qui d'ailleurs, Jean-Claude Killy disait que les autres descentes c'est quasiment du super G. Donc c'est pas de vraie descente. Là, je vais vous faire part, ce qui m'arrive très rarement, d'une authentique émotion que j'ai éprouvée en regardant ces deux descentes. C'est phénoménal. À la fois, j'avais très peur pour lui, il était extra, et en même temps une admiration profonde pour la maîtrise qu'il développait, avec cet effroi léger qui est presque de la volupté. Et j'ai vu ça, mais j'étais halluciné. Et ce qui ne m'arrive jamais dans la vie, à un moment donné, j'étais tellement exalté que j'avais presque des perles de larmes. Mais ça ne m'arrive jamais. Je me suis dit, je deviens malade ou quoi? Mais tellement j'étais ébloui par
c'est skieur exceptionnel, la maîtrise qu'il développait, la peur qu'il inspirait et l'admiration qu'il suscitait. Je donne un chiffre. Vraiment extraordinaire. Dans le chute d'arrivée, il a été flashé, entre guillemets, à 141 km/h. Sur 2 skis larges comme ça, quand même. C'est vraiment extraordinaire, non? Alors que c'est limité à 30. Hein. Moi, je dois dire ce qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus, c'est l'enthousiasme réel, l'émotion de Philippe devant un spectacle qui, quand même, est celui d'un dépassement, de la beauté. Absolument. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a touché, en fait? Mais on se dit que ça dépasse le sport, quoi. On voit un homme qui descend dans des conditions hallucinantes, qui ne fait aucune faute, et même quand on est nul en ski comme moi, on se dit il y a là quelque chose qui relève d'une forme de génie. Je veux dire, fabuleux. C'est sans doute un beau spectacle, mais moi le spectacle qui m'intéresse encore plus, c'est celui de Philippe Bilger avec ses larmes qui commencent à couler. J'en ai pas abusé, mon cher Tom, mais c'était comme je sais pas. Une sorte de transe un petit peu. Non, c'est un exploit de toute façon. Un mélange de sentiments, quoi, en disant mais c'est pas possible qu'un homme aille aussi remarquablement vite et puis accessoirement j'étais content que ce soit un Français. Pour un dernier chiffre, il met près d'une seconde 91 centièmes à Marco Odermatt. Et Marco Odermatt, c'est pas n'importe qui sur les skis quand même. Ça, vous avez perdu Elisabeth Lévy là. Une seconde d'écart, c'est énorme sur les descentes. Mais comme personne ne connaît Odermatt à part. Si, on est écouté dans les Alpes et les Pyrénées, on connaît Odermatt, cher ami. Oui. Qui fait du ski ici? Moi, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'en ai fait. Moi, j'adore ça. Ouais. Ah, j'adore, oui. J'adore Elisabeth Lévy. Moi, j'adore ça. Non, moi, j'adore. Elle parlait du ski, mais malheureusement, pour trouver de la neige maintenant, il faut quand même. Non, moi, j'aime beaucoup le ski. Malheureusement, les stations, souvent, c'est pas. Mais et Tom, vous n'avez jamais, monté sur des skis? C'est un peu plouc de skier maintenant. Pas du tout, pourquoi? Parce que maintenant, quand vous allez sur les pistes, vous avez quand même beaucoup de gens qui ont que des surfs, les deux skis avec vos bâtons, c'est un peu ringard, je vous le dis. C'est comme ça que je skie. Surtout que j'ai connu les deux périodes. Il y a très longtemps, lorsqu'on avait un matériel rudimentaire et en bois. On faisait du stem, là. Et puis, des années plus tard, théoriquement, j'ai abordé la modernité, mais j'étais pas meilleur. Non, moi, le comble, c'est que moi, j'aime beaucoup la montagne. Ça m'attire énormément. J'y suis allé l'été plein de fois, mais jamais l'hiver, en fait. Donc, j'ai jamais eu l'opportunité de faire du ski. Faites de la luge, déjà. Commencez par de la luge. Comme ça. Mais randonnée en été, il paraît que c'est génial. Vous pourrez passer votre première étoile, mon cher. Oui, peut-être. Il y a le flocon et l'ourson. Il y a le flocon en premier, l'ourson. Rappelez-vous, quand on était gamin, mes premières classes de neige, on rentrait avec une étoile, mais on était fiers. C'est la médaille d'or olympique. Absolument. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas voulu, mais la descente, là, dont parlait Philippe. Faut un début à tout. Je peux te dire que, je sais pas si vous êtes déjà monté en haut de cette descente-là, que je ne descendrai pas, mais ça doit être fabuleux. Vu du haut, c'est chaud, faut avoir du courage. Mais pourquoi vous l'avez déjà descendu, vous? Mais vous êtes malade ou quoi? Sur les fesses. Allez. Tom Conan, Trump qui devient le favori des sondages aux primaires. Alors effectivement, on l'a peut-être un peu oublié, on est un peu parfois occulté par les informations françaises, c'est bien normal, mais il y a quand même les élections américaines en novembre, et Trump qui renaît un peu quand même de ses cendres d'une certaine façon, parce que évidemment il n'était pas mort, mais je pensais qu'il avait été enterré quand même par les multiples affaires quand même qui se sont accumulées. Il a quand même 4 procédures pénales aux fesses, si j'ose dire. Donc évidemment il est présumé innocent, mais bon, elles sont quand même sérieuses pour certaines d'entre elles. Mais malgré tout, ça reste le favori dans les sondages, en tout cas côté républicain. Et donc il avait déjà gagné il y a quelque temps dans l'Iowa avec plus de 50% des voix la primaire locale, si j'ose dire. Donc ce qui quand même le mettait en position de force. Et il y a DeSantis donc qui s'est retiré, qui était quand même un opposant relativement sérieux dans son propre parti. Donc là, il est quasiment seul. Il reste encore donc Nikki Haley, donc qui est également une républicaine, et donc essaie un petit peu d'utiliser tous les arguments possibles qui lui restent pour pouvoir essayer de battre, d'exiter Trump, on pourrait dire. Et donc elle met en avant en effet les relations un peu incestueuses, un peu troubles de l'ancien président avec notamment Vladimir Poutine, avec Xi Jinping, avec même Kim Jong-un en Corée du Nord. Donc voilà, ça laisse quand même un petit peu songeur. Kim Jong-un, quand j'ai dit Kim Il-sung, c'était le grand-père. Ah oui, non, Kim Jong-un, pardon. Donc voilà, ça laisse quand même un peu songeur. Excusez-moi, mon cher Tom, mais vous aviez fini, Tom? Oui, plus ou moins, tout à fait. Si, il me semblait qu'il avait fini. Ah non, mais bien sûr. Tout à fait, si, bien sûr. J'ai dit le substantifique moelle.
Ah bah allez-y si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Bah allez-y, Elisabeth. Bon, non, je voulais vous dire que malheureusement peut-être, mais quand vous êtes chef d'État, si vous décidez de n'avoir aucun rapport avec des dictateurs, pourquoi Emmanuel Macron il n'a pas de rapport avec ces Xi Non mais des rapports disons un peu plus que cordiaux, des rapports qui n'étaient pas forcément amicaux mais qui étaient quand même tout de même un peu plus proches que ce qu'on aurait attendu des liens entre le président quand même la première puissance américaine, première puissance mondiale pardon, et des dictateurs notoires. Je trouve totalement discutable le soutien qu'apporte DeSantis à Trump. On aurait pu espérer qu'il le donne à Nikki Haley, tout de même. Qui se désolidarise. Mais c'est qu'aujourd'hui, mais quand même, la force de frappe aujourd'hui de Trump est quand même encore considérable, malgré effectivement toutes ces affaires. D'après vous, vous croyez pas qu'elle vient un peu de la force du politiquement correct et du wokisme américain? C'est ça qui galvanise les électeurs de Trump. C'est vrai. C'est un peu comme ce qui se passe en France, c'est l'idée que la radicalisation, celui qui parle le plus fort aujourd'hui est celui qui est le plus entendu. Donc en effet, il est tellement clivant que forcément il ramène à lui un certain nombre d'ouailles. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le wokisme qui est clivant et que moi, si j'avais le même wokisme au pouvoir quand même dans beaucoup d'endroits en France qu'aux États-Unis, je serais probablement prête à voter pour le premier qui semblerait faire rempart à cela. Mais après, c'est le revers d'une même chaussette, si j'ose dire. Parce que si on critique vertement les excès du wokisme, est-ce que la position la plus sotte, c'est pas celle de faire exactement l'inverse, alors que la position médiane serait peut-être un peu plus intéressante. Mais faut-il encore qu'il y ait des choix? Évidemment. Toute proportion gardée, c'est comme les gens qui s'obstinent à soutenir Sarkozy grâce à ses condamnations, à ses mises en cause. C'est pareil aux États-Unis, je ne les mets pas sur le même plan. Mais c'est assez paradoxal. Contrairement aux aides comme nous qui sommes porteurs de morale, ça ne marche pas. Mais c'est quand même étonnant de se dire je dois dire que je dois pas être trop porteuse de morale. Allez, dans un instant, Elisabeth Lévy, dans votre tour de table de l'actu, on va parler de l'AfD, du parti d'extrême droite Alternative für Deutschland. Exactement. Qu'est-ce que vous parlez bien allemand? Dankeschön. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ça continue jusqu'à 19h. On est ensemble avec Philippe David, le tour de table de l'actu des vraies voix. Il y a quelques instants avec Philippe Bilger et Tom Conan. Et c'est au tour d'Elisabeth Lévy, chère Elisabeth. Et vous nous emmenez en Allemagne cette fois-ci. Oui, parce que ça va peut-être vous rappeler des choses qui peuvent se passer chez nous. Donc en Allemagne, il y a eu ce week-end des manifestations monstres et tout à fait qui me paraissent assez légitimes en tous les cas, contre l'AfD, parce que un média allemand a sorti qu'il y avait une réunion qui était organisée, je crois, en Autriche. Alors là, vraiment par des gens pas extrêmement recommandables, vraiment des vrais. Fréquentables. Parce qu'on dit tellement que tout le monde est d'extrême droite, ceux-là, ça a l'air d'être des vrais, si vous voulez. Et il y avait des gens de l'AfD qui étaient là à titre personnel. Et donc, les manifs, très bien, bon. Et dans cette réunion, il aurait été question d'expulser des milliers, des millions de personnes d'origine immigrée, y compris naturalisées, si j'ai bien compris. C'est pas le programme de l'AfD, mais il y avait des gens de l'AfD qui ont assisté à cette réunion. Et là-dessus, je ne sais plus qui a eu la brillante idée. Je crois que c'est un député chrétien-démocrate, de se dire il faut interdire l'AfD. Alors on comprend très bien l'Allemagne, les souvenirs, etc. D'abord, de mon point de vue, l'interdiction ne sert à rien. Si vous avez le parti nazi, si vous voulez, qui rassemble des millions de voix, c'est plus la peine. On est déjà trop tard. Vous luttez pas contre un mouvement social par l'interdiction. Vous pouvez le faire en plus éventuellement. Deuxièmement, en ce qui concerne l'AfD, alors ils parlent de remigration de leur programme, mais ça consiste en fait à ce que nous appelons la double peine, c'est-à-dire d'expulser les personnes étrangères, pas d'origine étrangère, étrangères, condamnées. Moi, je suis pour. Alors pas condamnées à 15 jours de prison avec sursis, mais dès qu'il y a un délit un peu grave, je suis pour. On a déjà assez avec les nôtres, c'est pas la peine de garder. Donc c'est ça qu'il y a dans leur programme. Mais surtout, si vous voulez, on est à quelques mois des élections européennes. Si on veut, si vous voulez, que l'AfD, parce qu'évidemment cette procédure n'aboutira pas, l'Allemagne est un état de droit démocratique, mais si on veut, si vous voulez, que ce parti devienne en plus de tout le parti martyr, si vous voulez, on n'a qu'à continuer dans cette idée de l'interdiction, et j'en finis parce que évidemment je pense
toute comparaison n'est pas raison, mais des gens veulent aussi interdire le Rassemblement national. La seule façon, si on veut faire baisser ces partis, est de répondre aux inquiétudes légitimes, pour le coup, de leurs électeurs. C'est très intéressant, ma chère Elisabeth, parce que mercredi dernier, nous avons eu Olivier d'Artigol qui a traité exactement le même thème. Et vous le traitez aujourd'hui, et la comparaison la manière dont chacun aborde ce thème va me permettre une réponse extrêmement importante. Je n'ai plus besoin de me prononcer, parce qu'en réalité, vous êtes presque plus convaincante que lui. Moi, je suis pas pour la dissolution des mouvements, enfin, sauf effectivement si vraiment ils sont dans une violation frontale de la loi et des lois les plus fondamentales, y compris la loi fondamentale allemande d'ailleurs, par exemple, ou des droits fondamentaux au niveau européen. Mais après, malgré tout, la question quand même mérite parfois d'être posée, parce que finalement, le commun des mortels, il est quand même soumis à des lois qui limitent la liberté d'expression, un pays comme la France par exemple, qui limite un certain nombre de propos. Et ça, pourquoi est-ce qu'une organisation, y compris un parti politique, ne serait pas soumis à ces mêmes types de règles? Donc à un moment donné, le cadre effectivement d'expression, le cadre de valeur doit également être conforme entre guillemets à une certaine loi. Oui, alors l'AFD, il n'existe pas depuis hier, donc jusque-là, précisément, il semblait être conforme. Et en plus, quand on parle de politique, il n'est pas interdit d'être politique. C'est-à-dire, si vous pensez même... Je ne crois pas réellement, je n'ai pas été regarder leur statut mot à mot, je ne crois pas qu'ils relèvent de l'interdiction, mais c'est surtout quel va être l'effet. Si c'est pour renforcer, si vous voulez, à la fin un courant, peut-être qu'il vaut mieux pas s'arc-bouter au principe et puis se bagarrer avec eux politiquement. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que oui, il ne faut pas que ça élude la vraie question qui est les débats de fond, je suis bien d'accord. Après, quand même, Elisabeth se suggérait qu'il fallait forcément répondre aux attentes des citoyens, en l'occurrence, qui s'exprimaient dans l'existence de ce mouvement. Parfois, des attentes peuvent être tellement, alors pas forcément nauséabondes, même si ce terme est un petit peu vague, mais parfois des attentes méritent de ne jamais être satisfaites. Les attentes des électeurs, c'est ça que je veux dire. Oui, vous pouvez pas dire ce que je voulais dire. Y compris en France. Vous pouvez pas dire aux électeurs qui subissent les conséquences de l'immigration dans leur vie quotidienne, qui vivent dans des quartiers où il y a des dealers, où il y a ce que vous voulez, vous pouvez pas juste leur dire avec des grands principes, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien ce que vous voulez. Il faut répondre à cette demande de sécurité. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce nouveau rapport annuel du Haut Conseil de l'égalité publié ce matin, qui révèle que les comportements sexistes seraient en augmentation chez les jeunes hommes en France, Philippe. Oui, alors parlons vrai. 40% des Français ont entendu une blague sexiste l'an passé. Est-ce qu'il faut bannir ce type d'humour? Est-ce que vous n'avez pas été victime, mais par exemple témoin d'actes sexistes? Est-ce que pour vous ça s'arrange ou ça ne s'arrange pas avec le temps? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, il est épinglé, c'est bon. Voilà. Selon vous, la société française est-elle sexiste? Et bien vous dites non à 82%. Et on va en parler nos auditeurs. avec Violaine de Philippi Sabat, qui est porte-parole d'Oser le féminisme et avocate et auteur de Classé sans suite chez Payot. Bonsoir. Juste une petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'une blague sur les femmes est forcément sexiste? Ça dépend quelle blague, puisque ça me fait penser notamment aux propos de Gérard Depardieu en Corée, quand il dit « tu penseras à moi sous la douche, ta petite chatte », là on n'est plus sur de la blague, on est sur le délit d'outrage sexiste et sexuel qui est réprimé par le code pénal. Et oui, allez, on en parle dans un instant. En 0826 300 300, on vous attend au standard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Je sens que ce sujet devrait créer quelques petits remous. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Ça va, mon Philippe? Très bien. Vous êtes entouré de femmes aujourd'hui. Sur un sujet passionnant. Oui. La parité est respectée dans le studio. Tom Conan est avec nous, notre auteur, publié en l'occurrence chez Albin Michel, Pollution, avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Mais super. Allez, tout de suite. Je m'échauffe. Mais non, mais je peux le dire aux auditeurs. J'ai dit à notre invitée que ça m'embêtait parce qu'elle était très sympathique. D'habitude, souvent sur ces sujets. Non. Donc avant, on a des dames un peu revêches. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Le sexisme en France en 2024, ce n'est malheureusement pas de l'histoire ancienne, au contraire, il s'enracine. 37% des hommes estiment que le féminisme menace leur place, une hausse de 3% en un an. Le sexisme reste très puissant et en particulier, paradoxalement, dans la tranche d'âge des jeunes adultes de 25-34 ans. J'ai 29 ans et dans mon cercle, les gens ont à peu près le même âge et c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Alors ça dépend peut-être des groupes. On est soi-disant dans une époque où les jeunes prônent l'égalité des sexes, se battent d'ailleurs, ils s'investissent, ils s'engagent pour ces causes-là. Et donc, selon ce rapport de 2023 publié ce lundi du Haut Conseil à l'égalité, la situation de sexisme ordinaire ont toujours d'importantes conséquences sur le parcours professionnel des femmes, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous avez été victime de comportements sexistes dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas été victime, mais témoin? Est-ce que ça s'arrange ou pas avec le temps? Selon vous, la société française est-elle sexiste? Vous dites non à 82%. On va en parler avec Violaine de Philippis Abad qui est avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme et avocate et auteure de Classée sans suite chez Payot. Bonsoir, merci d'être avec nous. On démarre toujours par nos vraies voix. Philippe Bilger, cette société serait donc sexiste aujourd'hui. Alors, puis-je dire que dans ma sphère personnelle, c'est un sujet qui ne m'intéresserait pas du tout. Je veux dire, je constate ce qui se passe, la réalité, je tente de respecter, de mon point de vue, certaines règles, certains principes, mais en tant que citoyen, parce que je me rends compte que c'est une problématique qu'on est obligé d'aborder, eh bien, je me pose, je pourrais être trop long là-dessus, mais j'aimerais m'interroger sur le fait que plus on parle du sexisme, plus on le dénonce à juste titre, je le caractériserais par une inégalité ostentatoire entre les hommes et les femmes dans beaucoup de comportements et d'attitudes vitales. Eh bien, j'ai l'impression que les dénonciations qu'on opère sur le plan moral ou sur le plan sociétal, pour parler comme la gauche, eh bien, en réalité, ne servent à rien, puisqu'apparemment, les sondages, les enquêtes démontrent que le sexisme ne diminue en rien. C'est ce qui me perturbe. Est-ce qu'on adapte le bon angle d'attaque? On en parlera dans un instant. Alors d'abord, moi, je ne vois pas en quoi le sexisme est un problème, parce que pour moi, le sexisme n'est pas une matière d'inégalité, c'est une matière de différence. Et pour ma part, et je le dis en rigolant, mais pas que, je trouve, ce que je vois, c'est des hommes terrifiés, qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, sur tous ces sujets. Ils font génuflexion, MeToo, c'est génial, le sexisme, c'est très mal. Maintenant, on nous parle de blagues sexistes. Donc, on est tellement stupides, nous les filles, on est tellement cruches, tellement molle du genou et tellement effaré que on nous fait une blague un peu leste et hop, on s'évanouit. J'en ai ras-le-bol. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je ne veux pas vivre dans un monde où on peut plus faire de blagues. Et au contraire, moi, je trouve, si vous voulez, que globalement, évidemment, après, il y a toutes sortes de cas. Moi, je m'intéresse évidemment aux violences, aux véritables violences, pas la blague sexiste, ça. L'extension permanente du domaine du sexisme, si vous voulez, finit par faire de tous les hommes des coupables. Et par ailleurs, il y a beaucoup de filles qui aiment ça, qui aiment jouer avec des rôles sexués, qui en ont marre, si vous voulez, qu'on essaye de nous balancer la différence des sexes avec les inégalités. On a gagné en droit et en normes, personne n'oserait dire aujourd'hui les femmes ne sont pas les égales des hommes. Alors, si vous voulez, les féministes, comme dit Alain Finkielkraut, sont des mauvaises gagnantes. Bon, moi je pense que le sexisme et l'homophobie, qu'on ait une forme de corollaire, mais ce serait un autre débat, sont encore très ancrés dans la société française, et effectivement c'est un gros problème, mais c'est dans l'inconscient collectif. Et c'est pas parce que le combat entre guillemets des droits a été gagné en grande partie, et je trouve ça très bien qu'on criminalise aujourd'hui les injures sexistes ou les injures homophobes par exemple. Je trouve ça vraiment tout à fait souhaitable, en effet, de faire en sorte que quand je me fais traiter de pédé dans la rue, que potentiellement je puisse aller voir la personne et m'en plaindre. Je trouve ça normal parce que c'est insupportable. Et pour une femme, si j'en étais une, effectivement, ça serait la même chose. Donc oui, il y a encore des combats à mener de ce point de vue. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un combat qui est de l'ordre de l'inconscient collectif. Il y a dans l'imaginaire culturel des clichés sur les femmes, sur les gens en général. Il y a des clichés racistes, il y a des clichés homophobes, etc. Et il s'agit de déconstruire ces clichés. C'est en train d'être fait. Et d'ailleurs, je pense que ça avance beaucoup. Dans un pays comme la France, moi j'ai l'impression quand même dans les gens, moi qui sont dans les cercles de sociabilité immédiats, que ça avance même beaucoup. Et c'est très bien.
et c'est très très bien. Mais après, il y a d'autres régions de France. Tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'habite pas dans des endroits, dans des cercles qui sont plutôt favorisés intellectuellement, favorisés socialement, etc. C'est peut-être ça que ces chiffres aussi mettent en avant. Il faut pas non plus centrer le débat sur un entre-soi d'élite ou de CSP+, qui ne voit qu'une partie du problème, y compris dans un pays comme la France. Et dans les élites, excusez-moi, les hommes sont tout le temps accusés. Il faut quand même arrêter avec cette histoire d'élite. Dans les élites, vous avez des tas d'hommes. Je sors de chez un d'ailleurs parce que j'ai écrit un livre sur les mangeuses d'hommes. J'en ai ras-le-bol moi de vivre dans cette espèce d'étouffoir. Au contraire, moi je trouve que les hommes, la plupart des hommes aujourd'hui s'empêchent. Voilà. Il y a eu énormément de progrès faits et pas à cause de MeToo, bien avant MeToo. Allez, Violaine de Philippis, Abat, porte-parole d'Oser le féminisme. Merci d'être avec nous. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Merci. Alors, pour répondre, en réalité, déjà, on va peut-être reposer quelques bases. On est souvent caricaturé, donc non, je ne déteste pas les hommes. Les féministes, en général, ne prônent pas l'élimination de la moitié du genre humain. Si on s'interroge aujourd'hui sur pourquoi on arrive à des féminicides, pourquoi on arrive à ce que des femmes soient tuées sous les coups de leur conjoint, c'est parce que déjà dans 9 cas sur 10, c'est la femme qui meurt sous les coups du conjoint. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau du système. Qu'est-ce qui amène à ça ? Ce qui amène à ça, ce n'est pas la nature. Un garçon qui naît petit garçon, il ne naît pas agresseur. Heureusement, sinon on aurait un gros problème. Donc c'est qu'il va être finalement amené à devenir plus violent. Et pourquoi il est amené à devenir plus violent ? Eh bien, ça prend racine dans le sexisme ordinaire, ce qui est dénoncé dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Donc bien loin de nous l'idée de dire que par définition... Avec des cas particuliers, vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a des petits garçons ou des petites filles qui sont parfois plus agressives alors que les parents sont plutôt cool. Alors, donc on ne peut pas non plus faire des généralités. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du cas par cas aussi. C'est ça. Mais qu'on note que voilà, il y a quand même sur tous les meurtres par conjoint, dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui tue la femme. Et évidemment, un petit garçon ne naît pas un tueur. Donc il faut s'interroger sur ce qui va l'amener à devenir violent. Et le sexisme ordinaire, peut-être que ça n'a l'air de rien, mais en fait sous la figure de protecteur, c'est-à-dire j'ai lu dans le rapport du HCE que 7 hommes sur 10 considèrent que ce serait à eux de protéger la femme. Derrière finalement cette couverture de protecteur, il y a aussi la possession. Et donc finalement l'idée que comme on protège, il y a une contrepartie. Et ça c'était très ancré dans notre droit français, l'histoire de notre droit. Il faut quand même savoir que jusqu'en 1975, il y avait un vieil article dans le code pénal qui était une résurgence du code Napoléon, donc du code pénal qu'il avait institué après le code civil, qui disait quoi ? Bien, en cas de flagrant délit d'adultère, un homme qui surprend sa conjointe a le droit peut être excusé de l'avoir tué. Oui, mais ça fait 50 ans. Mais en fait, 50 ans, c'est pas si loin. Et ça veut dire que les mentalités sur la possession du corps des femmes, elles ont du mal à changer. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée que l'homme doit protéger la femme. La contrepartie, en fait, petit à petit, ça va être la violence. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vont arriver à ce stade de violence, bien sûr. Oui, mais pour revenir sur ce que dit Elisabeth Lévy. Moi, je voudrais quand même dire un truc sur les féminicides. Alors, chaque cas est une tragédie. Mais il n'empêche que de nous dire que c'est un phénomène systémique aujourd'hui, j'ai fait le calcul. Comment vous expliquez les stats ? J'ai fait le calcul. Ça veut dire que 0,00%, et heureusement, des femmes en âge 2, si vous voulez, pour aller à la louche, j'ai fait un calcul, si vous voulez, c'est très infime, sont tuées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des cas évidemment atroces, d'accord ? Je veux dire, et je ne suis pas du tout en train de les minimiser, d'accord ? D'abord, on les tue pas parce qu'elles sont des femmes, ces hommes les tuent parce qu'elles sont leurs femmes. C'est tout à fait, ils ne les tuent pas parce qu'ils haïssent les femmes en général. Le crime de possession, ouais. D'accord, donc, et, si vous voulez, au contraire, si on voit que statistiquement, heureusement, ça reste quand même, malgré tout, des événements exceptionnels. Parce que si vous me disiez, il y a 4000 personnes qui meurent chaque année d'accidents de la route. Ça, c'est un phénomène. Heureusement, si vous voulez, nous avons aujourd'hui des cas, nous avons des poches dans la société aussi, si vous voulez. Et par ailleurs, votre continuum entre, si vous voulez, le petit garçon qui entend des blagues et celui qui va tuer sa femme, là, franchement, c'est pas possible. La continuité dans les violences, elle n'est pas que là. Et heureusement, comme je disais, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir cette gradation de manière automatique. Mais je pense que tout le monde peut comprendre que quand on lit des choses... Attention, je ne suis pas pour la censure. Je suis pour l'explication, pour en discuter avec les enfants. Je ne suis pas pour censurer les livres. À l'inverse de, d'ailleurs, certaines... certaines
mouvance du féminisme. Je pense juste que quand on lit un petit garçon, par exemple, La Belle au bois dormant, et qui comprend que cette femme qui dort, il peut la toucher comme il veut, s'il n'y a pas un accompagnement en disant non mais si, c'est ça. D'ailleurs, dans la première version du conte, il couche avec elle quand elle dort. Hein. C'est ça la première version du conte. Bon, enfin, on a appris surtout la deuxième, c'est où il l'embrasse. Attendez, ce que je veux dire, c'est que je suis pas pour la censure de ça. Je dis qu'il faut expliquer en disant bon voilà, en tout cas, on ne touche pas le corps de quelqu'un quand il est endormi. Non, on me l'a pas expliqué. Et alors, pour autant, ça vous a posé, vous aviez pas compris. Je vais vous dire, ça m'a posé un gros souci, comme à beaucoup d'autres, parce qu'il y a des hommes qui considèrent que quand vous êtes ivre morte ou que vous êtes en train de dormir, ils peuvent coucher avec vous. Et je connais. À cause de La Belle au bois dormant. Non mais je vous explique que s'ils ne conscientisent pas ça comme une agression, c'est parce qu'en fait dans leur tête c'est pas si grave. Alors qu'en fait en termes de répercussions psychologiques pour la femme, ça peut être vraiment très lourd. Surtout que moi je voudrais quand même juste ajouter par rapport à ce que disait Elisabeth tout à l'heure, le problème ne se réduit pas évidemment pas au féminicide. Par exemple, il y a toute la question des violences conjugales. Moi par exemple dans ma famille, je sais que la quasi-totalité des femmes, des tantes que j'ai pas mal de tantes dans ma famille, etc., ont été victimes de violences conjugales. Alors parfois à des petits degrés, parfois à des degrés extrêmement graves, des gens balancés à travers des portes-fenêtres, balancés dans l'escalier, balancés d'une voiture en marche. C'est des choses qui existent dans la vie réelle. Et je vous parle pas de milieux sociaux extrêmement pauvres, qui rappelleraient les misérables, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous parle de franges de la société tout à fait intégrées, des gens qui ont un boulot, etc. Et quand on rencontrait les hommes en question, on n'aurait absolument pas soupçonné ça. Hein. Et je vous parle pas ça non plus il y a 200 ans, mais plutôt il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, moi-même si j'ai pas été confronté directement à cela, je pense qu'on a tous des exemples de ce type-là. Il faut pas se concentrer uniquement, encore une fois, sur le petit bout de la lorgnette. Il y a tout un continuum, et ça concerne pas uniquement les femmes d'ailleurs, même si les femmes sont en première ligne sur ce sujet. Ma question, c'est juste de dire comment, en essayant de faire bouger les choses, on n'efface pas tout l'un ou tout l'autre. Et c'est ça le problème. Toutes les violences, vous voulez dire ? Non, tous les problèmes qui sont liés au sexisme que vous déclinez très bien, ça n'efface pas finalement l'homme, et finalement aujourd'hui on le regarde un petit peu comme un coupable quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est dommage. On est passé d'un côté à l'autre. C'est ça qui est dommage. Justement, je pense que c'est expliquer qu'on ne naît pas agresseur qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aucun individu, parce qu'il naît, va devenir un agresseur. Vous le dites, sauf qu'il y a plein de gens qui ne disent pas ça. En fait, c'est la société. Donc, ce qu'on va lui expliquer, ce qu'il va voir autour de lui, qui va finalement, du coup, le faire grandir dans cette idée qu'il doit être le protecteur, le possesseur. Et ça, c'est un problème, puisque aujourd'hui, comme on le voit dans le rapport du HCE, il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils doivent avoir ce rôle-là. Et j'ai envie de dire, c'est presque aussi triste pour eux, parce que ne jamais devoir pleurer, devoir être celui qui gagne de l'argent, enfin, je veux dire, c'est chiant, quoi. Mais il faudra changer les religions aussi, parce que ça aussi, c'est un sujet religieux. Alors, aussi. En termes religieux, toutes les religions, en tout cas, pour leur interprétation, on s'en est servi pour oppresser les femmes. Je suis pas théologienne, donc je me garderai bien d'interpréter les textes moi-même. Je constate juste, notamment dans notre culture judiciaire, que c'est ce qui avait été fait. Voilà. Donc après, c'est un devoir de l'école aussi d'expliquer. Est-ce qu'une certaine faiblesse de votre position, mais je le dis avec doute, incertitude, notamment pour les féminicides, elle ne vient pas du fait que vous considérez que ce qui est à la base des tragédies singulières, c'est le fait que ce soit une femme et que de l'autre côté, il y a un homme. Qui souvent supporte pas de la perdre, oui, c'est ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas, et là je me permets de questionner l'avocate, profondément, qu'en réalité, même ce que vous appelez féminicide, c'est une problématique infiniment plus complexe qui renvoie à des relations très difficiles, parfois même insupportables, entre un homme et une femme, sans que le pouvoir de l'homme sur la femme soit la cause déterminante de crimes atroces. Si c'était le cas, on ne constaterait pas que les tentatives de féminicide ont lieu en fait au moment où justement l'homme considère qu'il perd le contrôle et que la femme veut partir. Et c'est là qu'en fait se cristallisent les tensions et qu'il va y avoir une tentative de féminicide. Donc on voit qu'il y a un système. Parce que les femmes, en fait, si vous voulez, elles ne sont pas dans cette violence qu'on leur a inculquée et donc elles n'essaient pas de tuer leur conjoint quand il part. Voilà. Mais ça, je pense que c'est le point central. C'est-à-dire que je pense qu'on parle des féminicides aussi, on insiste autant là-dessus, parce que de l'autre côté, ça n'arrive jamais. Ou alors il y a peut-être quelques cas qui arrivent par an, malheureusement. Une affaire, mais les hommes ne sont pas victimes de l'équivalent. On a fait une
personnalité mais c'est pas un phénomène systémique. Elle n'a pas hésité à tirer sur son mari à une certaine époque. Mais c'est pas un phénomène systémique. C'est pas quelque chose qui se répète régulièrement selon une même logique. Allez, malheureusement, on n'a plus de temps. Merci beaucoup en tout cas, Violaine de Philippis, d'avoir été avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme, avocate et auteur de Classé sans suite chez Payot. Et merci de votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci à vous. C'est Violaine. Violaine. Merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci, Philippe Bilger.